Bitcoin a 10 millions d'euros. À chaque fois que ce chiffre sort, il déclenche la même réaction. Des rires, des moqueries, des commentaires du type n'importe quoi, délire maximaliste ou encore une prédiction crypto-bro. Et honnêtement, je comprends parfaitement cette réaction. Parce que 10 millions, c'est un chiffre qui heurte notre intuition. C'est un chiffre qui paraît absurde, irréaliste, presque provocateur. Mais aujourd'hui, je te propose un exercice très simple. Un exercice qui n'a rien à voir avec une opinion, rien à voir avec une croyance, rien à voir avec un pari. Et si je te montrais que 10 millions d'euros pour un Bitcoin, mathématiquement, ce n'est rien d'autre qu'une performance moyenne d'environ 22% par an? Et si je te prouvais ça non pas avec un discours, non pas avec une conviction personnelle, mais avec un fichier Excel que je vais te montrer ligne par ligne, cellule par cellule? Parce que le vrai problème, ce n'est pas le chiffre. Le vrai problème, c'est la façon dont notre cerveau traite les grands nombres. Et aujourd'hui, ton cerveau va te jouer des tours. Mais mon Excel, lui, ne ment pas. Ici, on ne spécule pas, on calcule. Cette vidéo n'est pas là pour te dire que Bitcoin ira à 10 millions. Elle n'est pas là pour te vendre du rêve. Elle n'est pas là pour te convaincre d'acheter quoi que ce soit. Elle est là pour répondre à une seule question beaucoup plus importante. Est-ce que notre rejet instinctif de certains chiffres est rationnel ou émotionnel? Et si tu t'intéresses à l'investissement, au patrimoine, à la construction long terme, alors cette question est fondamentale. Parce que les pires erreurs financières ne viennent pas d'un manque d'information, mais d'un mauvais raisonnement face aux ordres de grandeur. Avant de sortir le moindre chiffre, avant d'ouvrir le moindre tableau, on doit faire quelque chose d'essentiel. On doit nettoyer le cerveau. Parce que notre cerveau est extraordinairement mauvais pour comprendre certaines choses. Et en particulier, il est très mauvais pour comprendre l'exponentiel. Nous sommes câblés pour penser de manière linéaire. Un peu plus chaque année. Une progression régulière. Un effort constant. Mais le monde financier, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec des intérêts composés, avec des dynamiques non linéaires, avec des effets qui paraissent faibles au début puis deviennent gigantesques avec le temps. 22% par an, dit comme ça ne choque personne. Ça paraît même presque banal quand on parle d'un actif risqué. Mais 10 millions, dit comme ça déclenche immédiatement un rejet viscéral. Et pourtant, ces deux choses peuvent être exactement la même réalité. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Plus précisément, un biais de linéarité combiné à un biais d'ancrage. Le biais de linéarité, c'est notre incapacité à projeter correctement une croissance exponentielle. On sous-estime toujours l'impact du temps. Le biais d'ancrage, c'est le fait de rester bloqué sur un prix actuel et d'évaluer tous les prix futurs par rapport à cet ancrage initial. Quand tu entends Bitcoin vaut aujourd'hui 80, 90 000, 100 000 euros, ton cerveau ancre cette information. Et quand on te parle de 10 millions, il compare inconsciemment ces deux chiffres sans tenir compte du temps. Et c'est une erreur de raisonnement, une erreur humaine, une erreur très courante. Et c'est pour ça que la vraie question n'est pas Bitcoin ira-t-il à 10 millions? La vraie question est beaucoup plus subtile, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus utile. La vraie question, c'est est-ce que je raisonne correctement sur la nature de l'actif que j'analyse? Parce que selon la manière dont tu catégorises Bitcoin, les maths changent complètement. Si tu traites Bitcoin comme une action, comme une entreprise, comme une valeur de croissance classique, alors oui, 10 millions n'a aucun sens. Mais si au contraire tu traites Bitcoin comme un actif monétaire, comme une réserve de valeur émergente, comme une forme d'or numérique, alors tu dois changer le cadre mental. Et c'est exactement ce changement de cadre que la plupart des gens refusent de faire. D'ici quelques temps, je vais ouvrir un fichier Excel. Un fichier très simple. Pas de modèle compliqué, pas de formule exotique, pas de prévision fantaisiste. Juste trois choses. Un prix de départ, un horizon de temps et une formule que tu connais déjà. Et à partir de là, on va regarder ce que les mathématiques racontent réellement. Et non pas ce que Twitter raconte, non pas ce que les influenceurs racontent, pas ce que moi j'ai envie de croire, juste les chiffres. Et je veux être très clair avant d'aller plus loin. Ce que tu vas voir ensuite, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas un scénario certain, et ce n'est pas une promesse, c'est un raisonnement. Un raisonnement basé sur des ordres de grandeur. Un raisonnement qui sert à comparer des hypothèses, pas à deviner l'avenir. Si tu attends une boule de cristal, tu peux arrêter la vidéo ici.
Mais si tu veux comprendre comment réfléchir proprement à un actif asymétrique, alors reste avec moi. Tout le monde se focalise sur le chiffre final, 10 millions, 100 millions, 1 million. Mais le chiffre final n'est jamais le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le chemin, le taux, le temps. Et maintenant, on va enfin arrêter de parler. On va ouvrir l'Excel. Ok, on ouvre Excel. Pas un Excel de trader, pas un Excel de hedge fund, juste un fichier simple, lisible, pédagogique. Si tu regardes cette vidéo sur mobile, c'est très important. Les chiffres sont gros, les cellules sont claires. Tu dois pouvoir suivre sans plisser des yeux. Parce que je vais te montrer ici, tu dois pouvoir le refaire toi-même chez toi en 10 minutes. Première chose, les hypothèses. On ne triche pas avec les hypothèses. Prix du Bitcoin aujourd'hui, je prends 79 000 euros. Ce n'est pas un point bas, ce n'est pas un point haut, c'est juste un ordre de grandeur actuel. Deuxième hypothèse, le prix cible, 10 millions d'euros. Encore une fois, ce n'est pas une croyance, c'est le chiffre dont tout le monde parle, celui qui fait rire, celui qui choque. Et troisième hypothèse, le temps, de maintenant à 2050, 24 ans. C'est là que beaucoup de gens décrochent. 24 ans, ça paraît loin, mais en investissement patrimonial, ce n'est rien. Maintenant, on écrit une formule que tu as déjà vue 1000 fois, le CAGR, le taux de croissance annuel composé. C'est le prix final divisé par le prix initial, le tout à la puissance 1 sur le nombre d'années moins 1. C'est tout. Pas de magie, pas d'hypothèse cachée, pas de storytelling, juste des mathématiques de base. Et si tu veux voir, la formule est juste ici. Je ne regarde pas encore le résultat. Et toi non plus. Parce que c'est ici que se joue toute la vidéo. C'est ici que ton cerveau va essayer d'anticiper. C'est ici qu'il va probablement se tromper. Pose-toi honnêtement la question, avant que je valide la cellule. À ton avis, combien ça fait? 10 millions, ça sonne comme un chiffre délirant. Alors instinctivement, tu vas imaginer un taux délirant. 60%, 70%, 100% par an. Et maintenant, on dévoile ce chiffre. 22% environ. Pas 100, pas 60, 22. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant, parce que ce chiffre ne choque plus du tout. 22% par an, dans l'univers des actifs risqués, ce n'est pas absurde. C'est élevé, oui. C'est ambitieux, oui. Mais ce n'est pas délirant. Et pourtant, ce même taux exprimé sous la forme Bitcoin à 10 millions paraissait complètement ridicule. Voilà exactement le problème. Ce n'est pas le chiffre qui est fou, c'est notre manière de le percevoir. À ce stade, il y a toujours deux réactions. Première réaction, oui, mais 22% par an pendant 24 ans, c'est impossible. Deuxième réaction, oui, mais le passé ne garantit pas le futur. Et ces deux phrases sont vraies, mais elles ne répondent pas à la question. Parce que la question, ce n'est pas est-ce que ça va arriver? La question est est-ce que c'est mathématiquement cohérent? Et la réponse à cette question est oui. Ce raisonnement ne dit pas que Bitcoin ira à 10 millions. Il dit que si Bitcoin devenait devenir un actif monétaire majeur, alors l'ordre de grandeur du prix ne serait pas délirant. Là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils comparent Bitcoin à une action. Ils disent mais aucune entreprise ne fait 22% par an pendant 20 ans. Alors oui, c'est vrai. Mais Bitcoin, ce n'est pas une entreprise. Il ne génère pas de cash flow. Il ne verse pas de dividendes. Il ne fait pas faillite. Bitcoin se rapproche beaucoup plus d'un actif monétaire. Et historiquement, les actifs monétaires dominants peuvent connaître des phases d'adoption extrêmement violentes. Alors oui, l'or n'a pas fait 22% par an pendant un siècle, mais il a connu des phases de réévaluation brutale lorsque le système monétaire changeait. C'est exactement ce que beaucoup envisagent pour Bitcoin. Pas une croissance linéaire, mais une réévaluation par palier. Maintenant, je fais quelque chose de très simple. Je projette le prix du Bitcoin année par année en appliquant ce fameux taux de 22%. Et là, quelque chose saute aux yeux. Pendant très longtemps, la courbe est presque plate. De 70 000 à 100 000 à 200 000, rien d'impressionnant, rien de viral. Et puis à un moment, la courbe se redresse, fort. Et ce n'est pas de la spéculation, c'est la mécanique de l'exponentielle. C'est pour ça que la majorité des gains se font toujours à la fin. Et c'est pour ça que la majorité des gens abandonnent toujours trop tôt. Aujourd'hui, on regarde le passé de Bitcoin et on dit évidemment qu'il fallait acheter en 2010. Mais à l'époque, le raisonnement était exactement le même. C'est trop haut. Ça ne peut pas continuer. C'est déjà trop cher. Le problème, ce n'est pas le prix, c'est l'absence de cadre. Sans cadre mathématique,
Tout paraît trop cher. Tout paraît risqué. Tout paraît absurde. Ok, on a fait le calcul. On a compris l'ordre de grandeur. Mais maintenant, il faut répondre à la vraie question. La seule qui compte vraiment. Très bien. Admettons que ce scénario soit possible, même partiellement. Qu'est-ce que ça change concrètement dans un portefeuille patrimonial? Faut-il tout miser sur Bitcoin? Évidemment que non. Est-ce qu'il faut ignorer Bitcoin? Peut-être pas. Et c'est là que l'asymétrie entre en jeu. Un actif asymétrique, ce n'est pas un actif où tu es sûr de gagner. C'est un actif où le risque est borné et le potentiel est très élevé. Si Bitcoin échoue, tu perds une petite partie de ton portefeuille. Si Bitcoin réussit, il peut transformer complètement la structure de ton patrimoine. Et cette logique-là, elle ne se raisonne pas en all-in ou zéro, elle se raisonne en allocation. Dans la partie suivante, je vais te montrer 3 scénarios simples. Un scénario noir, un scénario médian, un scénario optimiste. Et pas pour prédire l'avenir, mais pour comprendre l'impact réel d'une petite allocation Bitcoin sur un portefeuille classique. Et tu vas voir quelque chose de très contre-intuitif. Même quand Bitcoin échoue, l'impact est faible. Mais quand il réussit, l'impact est énorme. Maintenant, on va arrêter de parler de théorie. On va arrêter de parler de modèles abstraits. On va parler de portefeuille, de vrai argent, de décisions concrètes. Parce que c'est là que tout se joue. Pas dans les débats Twitter, pas dans les prédictions spectaculaires, mais dans la manière dont tu structures ton patrimoine face à une incertitude radicale. Je pars d'un portefeuille volontairement simple. 100 000 euros, un portefeuille classique, diversifié, avec un rendement annuel raisonnable de 7% sur la partie hors Bitcoin. Et maintenant, j'introduis Bitcoin. Pas en héros, pas en pari fou, avec 3%. 3% seulement. Et c'est important de le dire, parce que beaucoup de gens imaginent que croire en Bitcoin, ça veut dire y mettre 10 ou 60% de son patrimoine. Eh ben non. Ici, on parle d'une poche asymétrique, une option, pas une religion. Dans le premier scénario, le scénario noir, Bitcoin échoue. Pas complètement, mais presque. Il fait moins 80% sur toute la période. C'est violent, c'est douloureux. C'est le scénario que redoutent tous les sceptiques. Et regarde le résultat. La poche Bitcoin devient quasiment marginale. Elle pèse à peine plus de 0% du portefeuille final. Mais le portefeuille, lui, a continué de croître grâce aux actifs traditionnels, grâce au temps, grâce à la discipline. Conclusion, Bitcoin n'a pas détruit le patrimoine. Il a échoué, certes, mais il n'a pas mis en danger l'ensemble. Le deuxième scénario, le scénario médian, Bitcoin fait 10 fois sa valeur sur la période. Ce n'est pas extravagant, ce n'est pas un fantasme, c'est un scénario plausible sur 24 ans. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. La poche Bitcoin, qui ne représentait que 3% au départ, devient significative. Pas dominante, mais structurante. Le portefeuille final est sensiblement plus élevé que dans le scénario sans Bitcoin. Bitcoin ne remplace pas le reste, il complète, il améliore le rendement global, sans avoir mis le portefeuille en danger. Et maintenant, le troisième scénario, c'est le scénario le plus optimiste. Bitcoin a fait 50 fois sa valeur. C'est exactement le scénario qui correspond à notre calcul précédent. Et là, le paysage change complètement. Bitcoin devient une part majeure du portefeuille. Pas 100%, mais suffisamment importante pour modifier la structure du patrimoine. Et pourtant, rappelle-toi d'un point fondamental, au départ, tu n'as mis que 3%. Et ça, c'est l'asymétrie. Et c'est ici que beaucoup de gens comprennent enfin. Le débat n'est pas est-ce que Bitcoin ira à 10 millions? Le débat est que se passe-t-il si j'ai tort et que je n'ai rien? Avec une allocation asymétrique, le risque de se tromper est acceptable. Mais le risque de passer à côté devient le vrai danger. Et ça, c'est une bascule mentale. Et maintenant, on ajoute une dernière brique, la plus importante pour les investisseurs sérieux, le rééquilibrage. Parce que le vrai risque, ce n'est pas d'acheter Bitcoin, c'est de ne jamais savoir quoi faire quand il monte. Dans ce modèle, je définis une cible, 3%. Et autour de cette cible, je définis des bandes. En dessous de la moitié de la cible, j'achète. Au-dessus du double de la cible, je vends. Pas d'émotion, pas de débat, pas de panique. Et regarde ce qui se passe année après année. Au début, rien ne se passe. Bitcoin est trop petit pour déclencher quoi que ce soit. Puis, progressivement, la poche grossit. Et à partir d'un certain point, le modèle te dit « Attention, rééquilibre ».
Ce n'est pas une vente panique. Ce n'est pas un market timing. C'est une mécanique froide. Tu réduis le risque quand le risque augmente. Et là, je veux que tu entendes cette phrase. Tu ne rééquilibres pas parce que tu penses que Bitcoin va baisser. Tu rééquilibres parce qu'il a déjà gagné. C'est l'exact opposé du comportement naturel de la majorité des investisseurs. Et maintenant, on peut résumer le process. 1. Tu définis une allocation faible mais non négligeable. 2. Tu acceptes l'incertitude sans chercher à prédire. 3. Tu laisses le temps faire son travail. 4. Tu rééquilibres mécaniquement quand le risque devient trop élevé. Et ce process fonctionne même si Bitcoin échoue. Et il devient extrêmement puissant lorsqu'il réussit. Je vais conclure avec quelque chose d'important. Cette vidéo ne te dit pas quoi penser de Bitcoin. Elle te montre comment raisonner correctement face à lui. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de se tromper. Le vrai danger, c'est de refuser de réfléchir parce qu'un chiffre nous choque. Ton cerveau déteste l'exponentiel. Excel, lui, s'en fiche. Si ce type d'approche te parle, si tu préfères des calculs aux slogans et les processus aux promesses, alors abonne-toi à la chaîne. Car ici, on ne spécule pas, on calcule. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao!